Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Michael Flint frissonna dans la fraîcheur humide du matin. Il était loin de Houston, l'endroit qu'il appelait son chez-lui ces temps-ci. Il n'avait pas prévu de rester à Londres assez longtemps pour avoir besoin d'un manteau. Entrer, sortir et personne ne se fait mal. C'était son objectif. Flint observait et attendait, tandis que chaque élément se déroulait selon le plan. Il avait une vue imprenable. Mayfair était l'un des quartiers les plus exclusifs de Londres, et les maisons néo-georgiennes qui entouraient Grosvenor Square empestaient l'argent très ancien utilisé à bon escient. Le parc verdoyant au centre du square reflétait le climat britannique qui assurait qu'aucune plante ne manquait jamais d'eau bien longtemps. Des statues en bronze d'Eisenhower et de Reagan se dressaient fièrement dans les coins. C'était une vision improbable dans cet endroit des plus britanniques, mais ce quartier huppé avait longtemps été populaire auprès des Américains, ce qui expliquait la présence de Flint ici. À 8h20, un facteur apparut au bout de la rue, parfaitement à l'heure, comme chaque jour de cette semaine. Il progressait de porte en porte, poussant des liasses de courrier à travers des boîtes aux lettres en laiton ouvragées. Flint était vêtu d'un gant noir, d'une veste en cuir noir et de gants en cuir souple noir qui lui collaient à la peau comme une seconde peau. Il se tenait en équilibre avec aisance sur la passerelle déserte, à mi-hauteur de la grue à Tours. L'équipe de construction qui travaillait du côté nord de Grosvenor Square arriverait dans 40 minutes. Une équipe américaine aurait été au travail depuis des heures, mais ici, les horaires de construction étaient strictement limités aux heures que les riches résidents jugeaient acceptables. Amplement le temps d'obtenir ce pourquoi il était venu, si le facteur suivait sa routine. Flint balaya du regard une fois de plus le grand square jardin 70 pieds plus bas. Le givre croustillait sur l'herbe à l'intérieur du parc, qui était inhabituellement vide. Autrement, il ne voyait rien d'extraordinaire. Il frissonna et s'enfonça davantage dans sa veste. Il n'attendait que depuis 1 heure, mais le froid humide comprimait son corps de tous côtés comme s'il se tenait nu dans une chambre froide. Il se sentait aussi raide que les statues dans le parc. Au moment où l'air se serait suffisamment réchauffé pour que les foules habituelles puissent profiter de l'extérieur, il serait déjà loin. Il avait une ligne de vue dégagée vers la maison, à 35 mètres de là, de James Ashton, le propriétaire ostensible d'un tableau inestimable. Le tableau ne lui appartenait pas légitimement. L'oncle d'Ashton, Reginald Taylor, l'avait hérité de son père. Mais en 1940, les nazis l'avaient volé à une Française. Il y a 1 mois, cette même Française s'était tournée vers Flint après l'échec de ses autres tentatives pour le retrouver. Elle voulait récupérer son tableau, et le travail de Flint était de l'obtenir. Normalement, ses pouvoirs de persuasion étaient redoutables, mais l'expérience prouvait qu'il fonctionnait rarement sur les morts. Et Reginald Taylor était bien mort. Ce qui avait conduit Flint ici. À James Ashton, l'héritier de Taylor. Il était aussi le meurtrier de Taylor. Quand Flint avait retrouvé Taylor, il avait découvert qu'Ashton avait tué son riche parent dans l'appartement new-yorkais de Taylor il y a quelque temps et l'avait laissé fourré dans le congélateur. Comme Taylor était une sorte de reclus, sa mort n'avait pas été découverte jusqu'à ce que Flint ait signalé le meurtre anonymement. Ashton fuyait maintenant la justice, retranché dans son penthouse londonien avec un féroce petit corgi gallois et une équipe de sécurité professionnelle présente 24 heures sur 24. Ashton n'avait pas mis un pied dehors de l'appartement luxueux depuis qu'il s'y était glissé, protégé par l'obscurité, la semaine dernière. Flint avait surveillé l'endroit pendant 7 jours avant qu'un plan n'émerge. Pas une solution parfaite, mais une solution viable. Flint ajusta son oreillette. Il n'entendait que le silence attendu de l'intérieur de la résidence. Ashton et ses compagnons ne se réunissaient habituellement pas dans les pièces communes avant 9 heures. Flint leva ses jumelles pour vérifier le dispositif d'écoute sensible qu'il avait propulsé avec un pistolet à air comprimé illégal depuis sa position sur le toit d'un bus touristique 2 jours auparavant. Il confirma que le dispositif restait collé à la fenêtre de l'étage supérieur. Il vérifia ses poches. Il sentit la télécommande et le petit pied de biche reposant contre ses flancs là où il les avait placés.
Le pistolet calé dans sa ceinture au centre plat de son dos semblait suffisamment mortel au premier coup d'œil, ce qui était tout le temps d'inspection qu'il prévoyait d'accorder. Cette chose minuscule était l'une des rares armes encore légales en Grande-Bretagne, uniquement parce qu'elle n'avait aucun pouvoir d'arrêt. Ashton pourrait ne pas reconnaître le pistolet comme inutile, mais son service de sécurité le ferait s'ils y jetaient un regard assez proche. Flint prit une arbalète munie d'une fléchette dentelée, conçue pour s'encastrer dans le bois. La fléchette était attachée à un fil à haute résistance. Il avait fixé le fil à la grue à tour. Une brune élancée et svelte traversa le square, bavardant sur son téléphone portable. 2 nuits plus tôt, Flint l'avait suivie dans un bar où elle lui avait rabattu les oreilles pendant 1 heure. Elle était fauchée et n'était que trop heureuse de transmettre son message pour le bon prix. Il consulta sa montre. Exactement 8h28. Il avait payé le bon prix, et elle était pile à l'heure. Il lui avait promis une généreuse prime lorsqu'elle aurait terminé le travail, et ses yeux s'étaient illuminés comme des étincelles. Il hocha la tête, comme si elle pouvait voir son approbation de cette distance. Elle traversa la route, se faufila entre les rangées de barrières de sécurité, et entra dans le grand bâtiment en béton qui occupait tout le côté ouest du square. L'ambassade américaine. Le message qu'elle transportait était simple. Il lui avait demandé de dire qu'Ashton allait se rendre aux autorités. Elle mentionnerait également que les autorités pourraient avoir à fermer les yeux sur la manière dont Ashton se rendrait effectivement. Flint lui avait fourni suffisamment de détails pour intéresser les forces de l'ordre des 2 côtés de l'Atlantique. Mais elle ne révélerait ces détails qu'après qu'Ashton ait signé les documents nécessaires que Flint portait dans sa poche, renonçant à toutes les revendications légales sur le tableau de la Française. Le regard de Flint revint au facteur, qui avait maintenant atteint la résidence d'Ashton. Il monta les marches. Il poussa un paquet de courriers et une petite enveloppe jaune à travers la boîte aux lettres d'Ashton. Le facteur descendit les escaliers et continua vers la maison suivante. Flint passa sa langue sur ses dents et sortit la télécommande de sa poche. Il compta lentement jusqu'à 10, donnant au facteur le temps de s'éloigner à une distance sûre et à l'équipe de sécurité le temps de récupérer l'enveloppe. À exactement 8h45, Flint appuya sur le bouton de la télécommande. Il imaginait le colis jaune, qui s'expandait exactement comme lors de ses tests. Les bords du colis éclateraient. Une poussière presque invisible se répandrait, couvrant toutes les personnes dans un rayon de 3 mètres. Sauf que ce n'était pas juste de la poussière. C'était du mucuna prurien, une poudre à gratter si incroyablement puissante que la plante dont elle était dérivée était connue sous le nom de haricot du diable au Nigeria. Il y avait suffisamment de poudre pour neutraliser le dispositif de sécurité pendant le temps dont Flint aurait besoin. Plus longtemps encore, s'ils essayaient de laver la poudre avec de l'eau. Flint tira avec l'arbalète vers le centre en bois massif du jardin sur le toit d'Ashton. La fléchette atterrit parfaitement comme prévu, emportant le long fil jusqu'à sa destination. Il testa le fil avec tout son poids, et la fléchette tint bon. Flint s'y accrocha et glissa en tyrolienne directement jusqu'au toit plat. Il sortit le pied de biche de sa veste, et força la porte qui menait du toit à l'intérieur du penthouse. Il se dirigea droit vers les escaliers, sortant le pistolet de sa ceinture tout en courant. Il avait estimé 60 secondes pour trouver Ashton, recueillir sa signature, puis le convaincre de descendre 5 étages, traverser 180 mètres de l'immobilier le plus cher de Londres, poser le pied sur le sol américain et capituler. Pas de problème, n'est-ce pas? Flint atteignit l'étage supérieur du penthouse. Les plans qu'il avait étudiés montraient la cuisine au pied des escaliers menant au toit. Les 2000 pieds carrés restants de l'étage supérieur constituaient un plan ouvert avec une vue à couper le souffle sur Mayfair. L'escalier en colimaçon au centre menait aux chambres à l'étage inférieur. Flint remarqua à peine la vue stupéfiante en traversant le 6e étage pour entrer dans la suite principale située juste en dessous, au 5e étage. Il s'arrêta devant la porte massive de la suite principale pour reprendre son souffle. Il leva le pistolet en position de tir. Il poussa silencieusement la porte et entra. Un rapide balayage de l'énorme chambre
révéla un lit king size exceptionnellement haut contre un mur. Drap froissé. Oreiller éparpillé. À l'exception d'un corgi gallois ronflant aux pattes courtes, le lit était vide. La maison n'avait aucune sortie, secrète ou autre, que Flint n'avait pas surveillée, donc Ashton était quelque part à l'intérieur. Espérons qu'il soit seul. Car le pistolet à air comprimé ne tromperait personne bien longtemps. Flint examina les murs de la chambre, jusqu'à ce qu'il repère le panneau presque invisible qui pouvait être une porte. Il s'approcha rapidement du panneau et poussa. Il s'ouvrit silencieusement sur une salle de bain moderne, massive même selon ses standards texans. Il jeta un coup d'œil au corgi. Toujours endormi. Quel chien de garde! Au centre du carrelage en granit sombre, se trouvait une baignoire assortie en marbre assez grande pour accueillir 4 adultes. À la droite de Flint, le même marbre bordait une douche de taille similaire avec une vitre incurvée. À sa gauche se trouvait une rangée d'éblouissantes armoires dorées, miroirs, comptoirs, éviers et robinets dorés dignes de Louis XIV. Droit devant, en face de la porte à battants, se trouvait un panneau de verre embué de 6 pieds qui menait à un sauna. Flint traversa le sol en marbre, frappa à la vitre et recula, prêt à tirer. Ashton tira la porte vitrée vers l'intérieur et sortit à travers la vapeur. Son corps musclé était nu et luisant de sueur. James Ashton, je présume. Flint pointa le pistolet à air comprimé directement sur le cœur de l'homme plus petit, comme si la charge du pistolet pouvait réellement causer plus qu'un mauvais hématome si sa visée s'écartait, ne serait-ce que d'1 millimètre de sa cible. Les yeux sombres d'Ashton se plissèrent. Il sortit son bras de derrière son dos. Flint reconnut instantanément l'arme qu'Ashton tenait dans sa main, car il en possédait une lui-même. Glock 19 Gen 4. Utilitaire, robuste, fiable. Prise en main confortable, recul contrôlable, facilement dissimulable. Utilisé par les forces de l'ordre en raison de sa puissance d'arrêt. Un choix parfait pour un homme anticipant précisément cette situation. Lâchez-la, dit Flint, comme s'il pouvait appuyer sa menace avec son minuscule pistolet à air. Sa vie et son histoire manquaient de nombreuses choses. Il n'avait jamais connu la stabilité, la chaleur humaine ou une existence conventionnelle d'aucune sorte. Il comptait d'abord sur le danger, ensuite sur l'imprévisibilité. Il acceptait tout exactement comme cela venait. Il ne ressentait ni choc, ni surprise, ni incrédulité. Toute sa vie l'avait préparé pour des moments précisément comme celui-ci. Ashton était un problème nécessitant une solution immédiate et pratique. Rien de plus. Rien de moins. Le cerveau de Flint enregistra le micro-mouvement de l'index droit d'Ashton qui commençait à appuyer sur la détente. Il savait où la première balle serait dirigée. Ashton eut un sourire narquois. Flint se laissa tomber sur son côté gauche tandis qu'Ashton tirait. Il s'écarta en touchant le sol. Il entendit le coup et sentit l'air se déplacer à l'endroit vide où son épaule droite se trouvait une fraction de seconde auparavant. Le verre explosa et remplit la pièce d'éclats réfléchissants comme un kaléidoscope. Les yeux d'Ashton s'écarquillèrent de surprise. Il s'attendait à ce que le premier tir fasse le travail. Ses compétences de combat étaient rudimentaires. Il avait probablement pratiqué un plan spécifique, quelque part dans un stand de tir, avec un instructeur. Il était incapable de réagir à l'inattendu. Le corgi commença à aboyer depuis la chambre. Ashton tordit son corps, déplaça son bras droit avec raideur et visa à nouveau Flint avec le Glock. Flint se cacha derrière la baignoire en marbre au centre de la pièce. Tandis qu'Ashton visait et tirait, il se déplaça dans la direction opposée, tirant en courant. Les aboiements du corgi s'intensifièrent. Le deuxième tir d'Ashton toucha le marbre. Un morceau de la taille d'un rocher se détacha et atterrit à 10 cm de la jambe de Flint. Des éclats entaillèrent son visage. Il sentit le sang couler sur sa joue. Ashton atteignit la porte à panneau ouverte. Il attrapa un pantalon de survêtement du crochet avec sa main gauche et s'efforça de l'enfiler tout en se déplaçant dans la chambre, tirant encore et encore dans la salle de bain où Flint était accroupi derrière la baignoire en marbre. Le corgi était maintenant frénétique. Ses aboiements étaient presque aussi assourdissants que les coups de feu qui rebondissaient à l'intérieur de la salle de bain carrelée.
Ashton tira à nouveau jusqu'à ce que le chargeur de 15 coups du Glock soit vide, jeta l'arme et se précipita par la porte de la chambre dans le couloir. Flint se dépêcha de le suivre, après avoir enregistré le bruit métallique de l'arme vide sur le sol. Il avait fait 2 pas vers la chambre quand il se retourna et revint chercher le Glock. Un homme comme Ashton garderait son arme à proximité pendant son sommeil. Flint courut jusqu'à la table de chevet. Il fouilla dans les tiroirs, tandis que les aboiements furieux et menaçants du corgi continuaient. Il trouva 2 autres chargeurs de 15 coups. Il en plaça un d'un geste sec, et glissa le second dans sa poche avant de se précipiter dehors à sa poursuite. Chapitre 2. Flint sprinta dans le couloir, suivant le seul chemin qu'Ashton aurait pu prendre vers l'ascenseur. Il arriva à l'ascenseur après que les portes se soient fermées et que la cabine ait déjà commencé sa descente. Il glissa son Glock à sa ceinture et dévala les escaliers de secours jusqu'au rez-de-chaussée. Il ouvrit la porte d'un coup sec. 2 gardes de sécurité armés piétinaient et vociféraient dans l'entrée, couverts de poudre de mucuna prurien, jurant et se grattant les bras jusqu'au sang. Flint jeta un œil à l'ascenseur qui descendait toujours. Il se cacha derrière la porte et descendit 2 étages de plus jusqu'au sous-sol, où l'escalier se terminait. Il ouvrit la porte coupe-feu et pénétra dans un parking souterrain. L'ascenseur avait été rappelé à l'étage. Ashton avait dû sortir dans le garage. Flint scruta les environs à la recherche de la tête d'Ashton dépassant des véhicules. Il aperçut un stand de voiturier de l'autre côté de la porte d'ascenseur. Un puissant moteur rugit. Flint observa une Ferrari noire étincelante, avec Ashton au volant, qui remontait la rampe à toute vitesse et disparaissait dans la rue. Flint examina les véhicules les plus proches et les clés sur le stand du voiturier. Il saisit une clé marquée Suzuki et l'inséra dans la seule moto Suzuki à proximité du stand. Quelques secondes plus tard, Flint remontait le garage à toute allure et sortait pour suivre la Ferrari d'Ashton dans la petite rue derrière Grosvenor Square. Il ne voyait pas la Ferrari, mais il pouvait l'entendre droit devant avant qu'elle ne tourne vers le sud le long de Park Lane. Flint ignora toutes les distractions et se concentra sur la Ferrari. Ashton conduisait comme un fou dangereusement, contournant Hyde Park Corner pour s'échapper. Flint se pencha en avant sur la Suzuki et accéléra à fond, mais elle ne faisait pas le poids face à la puissante voiture de sport. Flint était allé trop loin pour abandonner maintenant. Il tourna vivement la tête, cherchant une ouverture. Il était encore tôt. Encore froid. Peu de piétons et de touristes sur les trottoirs. Il trouva sa chance. Une large allée piétonne presque vide. Flint pointa la Suzuki et ouvrit les gaz au maximum autour de Wellington Arch. Une jeune femme poussant une poussette hurla et agita le poing. Flint aperçut la Ferrari devant, accélérant sur Constitution Hill en direction de Buckingham Palace. Flint gagnait du terrain sur cette longue ligne droite. Il leva les yeux pour voir des feux rouges en haut de la colline et une file de véhicules attendant le vert. Ashton se déporta sur la voie de circulation inverse, vide, et dépassa les véhicules à l'arrêt avant de brûler le feu rouge. Des coups de klaxon retentirent en signe de protestation. La Suzuki de Flint suivait juste derrière, presque collée au pare-choc de la Ferrari. Ashton traversa l'esplanade en direction du Victoria Memorial. Piétons, cyclistes et véhicules s'écartaient de son chemin, klaxon hurlant, poing levé, voix montant à des niveaux d'indignation. Un vieil homme s'avança péniblement sur le chemin de la voiture. Peut-être était-il aveugle, sourd ou même atteint de démence, mais contrairement aux autres, il ne se précipita pas hors du passage. La Ferrari fonçait sur l'homme, presque sur le point de le percuter lorsqu'Ashton donna un coup de volant vers la gauche, pour éviter de renverser le vieillard. La Ferrari fit un tête-à-queue dangereux, et cala. Des spectateurs furieux entourèrent la voiture, hurlant. Flint arrêta la Suzuki et mit pied à terre. Il sortit le Glock de sa ceinture. Les gens s'écartèrent en voyant l'arme. Flint s'approcha de la Ferrari. Il tapa à la vitre avec le Glock. Ashton leva les yeux, hagard et débraillé. « Sors, dit Flint. » Ashton hocha la tête. Flint recula pour lui permettre d'ouvrir la portière.
Ashton démarra la Ferrari et enfonça l'accélérateur. Les roues étaient encore braquées à fond vers la gauche. Flint sauta hors du chemin. Les roues tournèrent, poussant la Ferrari de côté. Ashton ne put corriger sa trajectoire. Il s'écrasa contre les marches du mémorial. Flint se précipita vers la Ferrari, mais avant qu'il n'atteigne la voiture, Ashton bondit hors du véhicule, toujours pieds nus et vêtu seulement d'un pantalon de survêtement. Flint le poursuivit et lui sauta sur le dos, les propulsant tous deux dans le bassin en forme de rein qui entourait le mémorial. Étourdi mais pas vaincu, Ashton lança un large crochet du droit. Flint bloqua avec son coude gauche, déviant le bras affaibli, et riposta avec un puissant uppercut du droit. La mâchoire d'Ashton claqua. Sa tête partit en arrière. Ses yeux se fermèrent et il s'affaissa vers l'avant. Le sang de Flint bouillonnait, mais il était allé trop loin pour tuer ce salaud, sans obtenir d'abord ce dont il avait besoin. Il poussa Ashton contre le muret et le maintint là avec son avant-bras pendant qu'il régulait sa respiration. Puis il se pencha et ramassa une poignée d'eau glacée qu'il jeta au visage d'Ashton. Encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'Ashton lève les yeux et le fusille du regard. « Qu'est-ce que tu veux, mec ?» gémit Ashton, clignant des yeux et secouant la tête pour chasser les filets d'eau de ses joues. « Je ne te connais même pas. Lâchez votre arme. » Flint se retourna. 5 hommes portant des uniformes cérémoniels rouge vif le tenaient en joue avec des fusils d'assaut très peu cérémoniels. L'homme au milieu fit un geste vers le sol avec le canon de son arme. « Garde royale. Posez votre arme. » La foule s'était agrandie. Une marée d'hommes, de femmes et d'enfants, accompagnés de quelques chiens, se tenaient à bonne distance du mémorial. Des sirènes approchaient au loin. Flint aperçut des gyrophares bleus qui tournaient au coin de la rue et se dirigeaient vers lui. Il leva lentement son bras et posa le Glock sur le bord du mur de pierre. Il se tourna vers le garde, les 2 mains en l'air, paume ouverte. Il afficha son meilleur sourire, celui qui était à peu près amical. « Je suis citoyen américain. Il sentit Ashton qui se débattait dans l'eau. Il se retourna alors qu'Ashton atteignait le mur de pierre et s'emparait du Glock. Flint se jeta sur le côté une fraction de seconde avant qu'un des gardes ne tire 3 fois en succession rapide. Chaque balle frappa Ashton en plein torse et le propulsa en arrière comme une poupée de chiffon. Il s'effondra dans le bassin peu profond, tandis que son sang pompait brièvement et teintait l'eau autour de son corps d'un rouge malsain. Les gardes braquèrent leurs armes sur Flint. Il ne bougea pas. Avec Ashton mort, la mission de Flint était compromise mais pas terminée. Il trouverait un autre héritier de Reginald Taylor et obtiendrait les signatures nécessaires avant la date limite. Il y parvenait toujours, et cette fois ne ferait pas exception. Mais d'abord, il devrait éviter les conséquences pénales de leur course-poursuite effrénée à travers Londres, une tâche qui impliquerait sans doute bien plus que la simple complaisance de l'ambassade. Il aurait de la chance s'il ne passait qu'une seule nuit en cellule, mais il avait déjà passé beaucoup de temps dans des endroits bien pires. Chapitre 3. Le trajet jusqu'au commissariat de Paddington Green était routinier. Tous les présumés terroristes étaient traités dans cette installation typiquement bleue et grise de Harrow Road. 16 cellules étaient situées en sous-sol pour les prisonniers de haute sécurité détenus pour interrogatoire dans un quartier de détention séparé. Flint y était déjà allé auparavant. Il n'était pas un terroriste, mais la garde royale l'aurait naturellement supposé. Il ne leur en voulait pas. Il aurait fait le même choix. La longue liste de crimes qu'il avait commis aujourd'hui suffisait à justifier cette présomption. Si on faisait une vérification d'antécédents routinière, la situation deviendrait infiniment plus compliquée. La simple possession du Glock suffisait pour qu'il l'enferme quelque part. Il faudrait expliquer Ashton aussi. Comme Scarlett le lui avait dit quand ils étaient jeunes délinquants il y a longtemps, les flics te jugent d'après les crapules avec qui tu es arrêté, que les types soient pires que toi ou non. La première heure de Flint dans la salle d'interrogatoire passa lentement. Les chaises étaient inconfortables, la pièce était trop chaude, et personne ne lui avait proposé de café ou quoi que ce soit d'autre. Il n'avait pas été inculpé immédiatement, ce qui était bon signe.
Il avait plus de chances d'être libéré rapidement si aucune accusation formelle n'était portée. Une fois que les documents entraient dans le système, ils prenaient vie et devaient être traités. Peu après son arrivée, la police métropolitaine avait commencé ses processus fastidieux et l'un des jeunes officiers lui avait lu ses droits. Après la lecture formelle, Flint était resté silencieux. L'officier a dit « Vous voulez un avocat ou pas ?» Flint a fait semblant de réfléchir à la question pendant quelques secondes. Une réponse rapide causerait des problèmes supplémentaires. Je pense que les choses iront plus vite si on se passe d'avocat, vous ne croyez pas? Comme vous voulez. Le jeune officier s'est retourné et a quitté la pièce. Flint avait déjà commis l'erreur de l'avocat. Les avocats retardaient et compliquaient ces situations au-delà de toute raison. Il valait mieux qu'il se débrouille seul. Scarlett savait qui appeler s'il ne la contactait pas avant la fin de la journée. Il pouvait compter sur elle pour assurer le suivi. Après une autre heure, l'officier chargé de l'enquête est entré. Celui-ci était plus âgé et plus expérimenté. Il s'est présenté comme l'inspecteur adjoint Gates. Flint n'a pas modifié sa posture détendue. Gates s'est assis sur la chaise de l'autre côté de la table, a posé ses avant-bras sur le métal et a joint ses mains. Nous enquêtons sur votre situation, monsieur Flint, et nous avons quelques questions à vous poser. Son accent cockney était prononcé et son ton ferme. Flint ne s'est pas prêté au jeu de rôle. J'ai le droit de passer un coup de téléphone. Vous pourrez le faire, après avoir répondu à mes questions. Gates était un homme corpulent, et la pièce était désagréablement chaude. La sueur coulait sur les côtés de son visage. J'écouterai vos questions, après avoir passé mon coup de téléphone. Gates a froncé les sourcils et essuyé la sueur. On vous a proposé un avocat, et vous avez refusé. Je ne veux pas appeler un avocat, évidemment. Personne d'autre ne peut vous aider maintenant, monsieur Flint. La patience de Gates était déjà à bout. Prévisiblement. C'est à moi de prendre cette décision, n'est-ce pas? Le ton de Flint restait calme et posé. Nous avons effectué une vérification de vos antécédents. Nous avons trouvé votre passeport, mais aucune autre information vous concernant. Rien qu'un mur de briques. Pourquoi cela, monsieur Flint? Que cachez-vous? Gates a essuyé son front avec sa paume et frotté la sueur sur son pantalon. Flint n'a rien dit. Les échanges ont continué ainsi pendant un moment. Gates variait ses techniques, mais Flint ne variait jamais ses non-réponses. Finalement, Flint a fait obstruction jusqu'à ce que Gates reconnaisse l'impasse. Il n'avait laissé à Gates d'autre choix que de l'enfermer dans la cellule et de l'y laisser. Flint s'est allongé sur le lit de camp et a couvert ses yeux avec son bras. Une sieste était une bonne idée. Il n'était pas inquiet. Il avait des projets pour le week-end. Scarlett passerait le coup de téléphone et il serait de retour à l'hôtel avant minuit. Chapitre 4. Flint est sorti de sa douche délicieusement chaude, s'est séché et a enfilé le peignoir en éponge blanche accroché derrière la porte. Enfin, il avait été libéré et ramené à l'hôtel payé par la Française, propriétaire du tableau de valeur. Son contact à l'ambassade américaine aurait dû intervenir après 6 heures de silence radio. Le gars était aussi fiable qu'un vieux chien et il avait une dette importante envers Flint. Sa libération n'avait jamais été remise en question, mais le délai avait été plus long que prévu. Sa compagne n'était pas ravie. Ginger avait attendu aussi longtemps que possible, mais la courte période qu'ils avaient prévue pour visiter Londres avait été engloutie par ses heures en détention. Elle lui avait laissé un mot près du téléphone de l'hôtel avant de prendre son vol pour Barcelone. À la prochaine. Xoxogé. Il a froissé le papier et l'a jeté à la poubelle. Il a appuyé sur le haut-parleur de son téléphone portable qui sonnait. C'est Michael Flint. Sa propre voix lui paraissait rauque. Probablement à cause de l'humidité dans les cellules pendant la nuit. Il s'est éclairci la gorge et a passé ses doigts écartés dans ses cheveux noirs mouillés. Monsieur Flint, a dit une voix féminine qu'il ne reconnaissait pas, veuillez patienter pour monsieur Sébastien Shaw. Flint reconnaissait ce nom. Shaw était un riche Texan, du genre qui a fait fortune à l'ancienne,
son papa la lui a donnée. Mais il était suffisamment malin. Il avait transformé les millions hérités en une invitation au club des milliardaires il y a au moins 20 ans. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.